Il n'y a pas de secret. S'il y avait une méthode incroyablement efficace, qui marche à tous les coups, sans aucun effet indésirable, ça se saurait. Disons que c'est celui qui va vous permettre de perdre régulièrement et doucement et dans de bonnes conditions du poids. Il faut 20 minutes pour que ce processus se mette en place. Ne rêvez pas, ça ne marche pas comme ça. Et quand vous êtes invité, par exemple, je suis désolé de vous dire ça, mais faites semblant. Quand on mange, c'est ici et maintenant, en pleine conscience. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel équilibre alimentaire que nous allons mettre en place. Et là, peut-être deux points importants et une remarque. Les deux points importants, c'est que y a ceux parmi vous qui voudraient perdre du poids parce qu'ils ont un tour de taille important ou parce qu'ils ont pris un peu de gras. Et puis il y a ceux qui voudraient juste éviter de prendre du poids. Donc en fait, on va commencer bien entendu par la perte de poids en précisant une chose, c'est que moi je ne détiens pas la vérité absolue. C'est-à-dire qu'en termes de régime, vous savez, et de régime de nouvel équilibre alimentaire, parce qu'on s'est interdit de parler de régime, eh bien, il y a plusieurs voies pour arriver au résultat. Vous savez qu'actuellement, il y a le jeûne intermittent qui est très à la mode, vous avez le régime cétogène qui est très à la mode, vous avez des régimes plus classiques, hypocaloriques, qui sont très à la mode. Donc au fond, moi je vous propose une vérité. Je ne dis pas que ma vérité est la meilleure. Hein, voilà. En médecine, il faut toujours se méfier du côté univoque. Hein. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire et puis tout le reste, c'est... Non. Si vous avez d'autres solutions qui ont marché, eh bien, respectez-les, gardez-les et je pense que ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. Donc, que ceci soit clair, je vais vous donner une approche de ce que je vous propose. Et puis, mais vous avez le droit, vous, même le devoir, de poursuivre un nouvel équilibre alimentaire si c'est celui qui vous va. Voilà. Ce point étant défini, et je ne rentrerai pas dans les polémiques jeûne intermittent, pas intermittent, ainsi de suite, jeûne hydrique, parce que ça, franchement, à part perdre du temps, c'est tout ce que ça nous ferait, c'est tout ce que ça nous produirait. Je voudrais dire aussi une chose importante que je répéterai probablement en conclusion de l'ensemble de ces vidéos. Vous savez, tous les jours, on a des assertions, c'est-à-dire qu'il y a des articles en disant « Ah bah si on mange tous les jours tel produit ou tel légume, eh bien ça permet de... » Alors souvent, tous ces articles sont issus d'essais sur des modèles qui sont des modèles avec très peu de patients sur une très petite période. Donc soyez extrêmement vigilants avec toutes ces annonces. Hein. Il n'y a pas de secret. S'il y avait une méthode incroyablement efficace, qui marche à tous les coups, sans aucun effet indésirable, ça se saurait. Et puis deuxièmement, il y a aussi un autre facteur, c'est que pour les nutriments, les minéraux, les vitamines, vous avez souvent des articles qui sont mis en avant, et pourtant ces articles ont été fondés sur des expérimentations sur le rat ou la souris. Alors, vous le savez, les hommes ne sont pas des rats, nous ne sommes pas des souris, donc la transposition directe d'une expérimentation sur une population de souris ou de rats n'est pas facilement transposable chez l'homme. Je vous le dis parce qu'il y a souvent des scoops comme ça que vous avez sur Internet ou sur les réseaux digitaux et qui en fait ne correspondent pas à grand-chose. Ça permet de faire le buzz, mais ça ne permet pas de faire de la médecine. Voilà, donc je vous demande d'être extrêmement prudent avec toutes ces annonces. Et je vous rappelle, et après je ferme cette parenthèse, que en matière scientifique, il y a des sites sur Internet qui sont des sites professionnels, scientifiques, par exemple, sans faire de publicité, ce qui s'appelle PubMed, publication médicale, PUBMED, où on trouve toutes les publications qui ont été relues par des comités de lecture dans des revues qui sont des revues sérieuses, avec un rang, un classement en termes de rang d'efficacité et de reconnaissance. Alors, c'est bien entendu difficile à lire, c'est toujours en anglais quasiment, mais au fond, ça représente, si vous savez taper les mots-clés, vous pouvez avoir un petit peu le bruit ambiant autour d'une découverte, autour d'une nouvelle méthode. Voilà, je vous donne ces petits conseils parce que nous sommes tous inondés d'informations. Le problème, ce n'est pas tellement l'information, c'est de savoir d'où elle vient et si elle est valide. Ça, c'est un vrai métier. J'espère d'ailleurs que l'irruption de l'intelligence artificielle, de l'IA, bien programmée,
pourra nous permettre de faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. Voilà, j'ai terminé ma petite, remarque préliminaire. Et puis maintenant, on va rentrer donc dans ce que j'appellerais la phase entre guillemets d'attaque. J'aime pas beaucoup ce terme, mais bon, disons que c'est celui qui va vous permettre de perdre régulièrement et doucement et dans de bonnes conditions du poids. Je parle bien en dehors de tout traitement et de toute activité physique, parce que l'activité physique fait partie de cette phase. Alors, pour cette phase, j'ai au fond 3 mots-clés que je voudrais vous expliquer. Il y a 3 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est organisation. On ne peut pas perdre du poids si on ne décide pas de s'occuper de soi. Pour perdre du poids, il va falloir, c'est un certain travail. Et donc, il va falloir d'abord organiser son calendrier. Ça commence par l'organisation de son calendrier hebdomadaire. Quand est-ce que je peux faire de l'exercice physique? Parce que je vais vous demander 3 fois par semaine de faire de l'exercice physique. Donc ça, c'est important. Et puis, l'organisation, c'est aussi prendre du temps pour faire vos courses. Parce qu'il est hors de question de perdre du poids si vous commandez votre alimentation. Ne rêvez pas, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a un complot des gens qui vous font de la restauration livrée, c'est que eux, ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent conserver pendant un certain nombre de jours les aliments, que ce soit au réfrigérateur ou pas. Il faut donc qu'ils soient un tout petit peu plus salés. On met un petit peu plus de gras pour exhauster le goût, et ainsi de suite. Donc il est extrêmement difficile de trouver dans la restauration livrée à la maison des plats qui correspondront à cette phase de perte de poids. Et je dis aussi un petit mot qui ne va pas faire plaisir aux gens qui vendent des sushis, mais les sushis par exemple, nous verrons, quand nous parlerons des index glycémiques et des charges glycémiques, eh bien nous verrons que le riz qui est au milieu de la petite tranche de saumon ou de thon, eh bien ce riz, s'il a été cuit il y a 6 à 8 heures, eh bien il a un index glycémique, c'est-à-dire une capacité à augmenter votre glycémie assez importante. Voilà. Donc je voulais préciser ces points. Donc d'abord, organisation. Organisez-vous. Vous devez prendre la décision de vous occuper de vous. De toute façon, si vous êtes là en train de nous écouter, c'est que vous avez décidé de prendre en charge la prévention du diabète ou votre diabète s'il est déjà présent chez vous. Voilà. Donc de toute façon, vous allez prendre la décision parce que chez nous, tout passe par le cerveau. Tout passe par le cortex frontal. Si le cerveau n'a pas pris la décision, vous aurez du mal à suivre ses prérogatives. Alors deuxièmement, c'est la logistique. Pourquoi? Parce que si vous voulez manger sainement, il faut qu'il y ait tout à la maison. Pour qu'il y ait tout à la maison, il faut faire ses courses. Voilà. Et la logistique, c'est important. Ça peut être aussi, si vous avez des adolescents à la maison, d'avoir une logistique avec des petits éléments de stockage un peu différents. Si à chaque fois que vous ouvrez votre placard, vous retrouvez devant une batterie de gâteaux et que vous ouvrez votre frigo, vous avez des yaourts aux fruits, le jour où vous aurez faim, vous rentrerez du travail, vous serez fatigué, vous prendrez le yaourt, vous prendrez les petits gâteaux. Ça, c'est évident parce qu'à un moment, on a, vous savez, la pulsion de faim, qu'on connaît moins quand on est adulte, on la connaît surtout quand on a juste avant 15-16 ans, ou quand on le goûter, on crève de faim, les enfants crèvent de faim. Eh bien, cette sensation, on ne l'a plus quand on est adulte. Mais quand on commence à faire attention à ce qu'on mange, on a une façon un peu d'être obsédé par le besoin de manger. Et donc faire très attention à ne pas vous tenter. Parce que si même sur un moine zen, que je respecte beaucoup, vous leur mettez un gros Paris-Brest, une grosse pâtisserie, s'ils ont faim, ils le mangeront. Zen ou pas zen. Voilà. Ensuite, donc organisation, logistique et puis routine. Alors, l'organisme adore la routine. Voilà. Particulièrement le foie. Pour ceux qui ont suivi les vidéos sur la méthode hépatodétox, sur le fait de détoxifier son foie, le foie adore la régularité. Voilà. Donc je dirais même que un bon équilibre alimentaire, c'est la routine avec des exceptions. En gros, j'ai une routine pendant la semaine, et puis une fois par semaine, je m'éclate et je vais faire un super repas avec les amis ou en famille. Voilà. C'est ça l'idéal. D'ailleurs, souvenez-vous, quand nous étions enfants, pour ceux qui allaient à la cantine, le menu, moi je suis d'une vieille époque, je suis plus tout jeune, le menu était affiché de la semaine. C'était toujours le même menu. Eh bien ça, c'est excellent, parce que ça permet d'équilibrer. Alors il y avait la tradition du poisson le vendredi, souvenez-vous, il y avait les crudités, il y avait des trucs. Et en fait, on s'est aperçu, des études ont montré, que si on laisse le choix aux enfants, vous savez qu'on leur fait le self-service, ça finit par des steaks hachés et des frites. Voilà, en gros. C'est-à-dire qu'ils ne mangent rien d'autre.
ils ne vont pas manger le poisson, ils ne vont pas manger les crudités. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on revient à des menus qui sont... Donc, affichez vos menus. Décidez, par exemple, pendant 15 jours, de préparer une fiche en disant, voilà, le lundi à midi, je vais manger ça, le lundi soir, je vais manger ça, et ainsi de suite. Vous allez voir que... Alors, au début, vous allez dire, oh là là, qui nous fatigue avec ces histoires, mais la réalité, c'est que vous allez finir par aimer ça. Et parce qu'après, qu'est-ce que vous allez faire? Comme vous n'avez plus le problème de la décision et du choix, vous allez peaufiner ce choix et cette décision. Vous allez travailler mieux. Vous allez trouver le bon céleri rave, le bon chou rouge, la bonne aubergine. Vous allez vous mettre en chasseur, en mode chasseur, pour avoir le meilleur repas possible dans un cadre routinier. Voilà, c'est ma façon de faire, hein. Je ne dis pas que c'est la bonne façon, c'est ça que je vous recommande. Donc, organisation, je prépare mon calendrier. Deuxièmement, j'assure une bonne logistique. De toute façon, on gagne des guerres qu'avec une bonne logistique. Vous savez très bien, pour avoir les meilleurs soldats, s'ils n'ont rien à manger, rien à boire et pas d'armes, ça ne marchera jamais. Et troisièmement, c'est le fait d'avoir une bonne routine pour que manger ne soit plus un problème. Parce que comme vous avez une logistique organisée sur un cadre de 15 jours de repas, vous pouvez prévoir. Vous savez ce dont vous avez besoin pour les jours à venir. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir que vous cuisiniez. Cuisiner, ça veut dire je prends du temps pour moi. D'accord ? Je prends pas... Vous savez combien on passe en moyenne d'heures sur les réseaux digitaux ? Vous avez remarqué que je ne dis plus réseaux sociaux, je dis réseaux digitaux, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il y a de social dans ces réseaux, mais on y passe beaucoup de temps à regarder des vidéos qui ont souvent assez peu d'intérêt, mais c'est un côté un peu addictif comme ça. Donc, plutôt que de faire ça, allez faire vos courses et puis essayez de cuisiner. Donc ça, c'est pour la partie un peu philosophique de cette phase. Il faut vraiment que vous preniez ces trois mots comme des mots fondateurs de votre nouveau paradigme alimentaire. Et puis, il y a 3 règles. Alors, la première règle, s'il vous plaît, ne dites jamais que vous avez changé d'équilibre alimentaire. Dites-le à votre tout proche, conjoint ou conjointe, mais ne le dites pas. Parce que vous allez voir, il y a des réactions qui sont parfois même en famille, en disant « mais non, mais t'es très bien comme ça, mais non, mais pourquoi tu fais attention ?» Alors vous n'allez pas leur raconter que vous avez une hémoglobine glyquée à 5,8, vous n'allez pas leur dire que vous avez une stéatose hépatique, vous n'allez pas leur... Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas expliquer tout ça. Donc ne dites rien. Voilà. Faites ce que vous avez à faire. Et quand vous êtes invité, par exemple, je suis désolé de vous dire ça, mais faites semblant. Moi, je fais semblant, je suis invité. Moi, je fais attention parce que, bon, ben voilà, hein, on arrive à un certain âge, on fait du sport, certes, mais il faut faire quand même un peu gaffe parce qu'on est entouré j'allais dire, excusez-moi du terme, de bouffe. On est entouré d'aliments. Donc, il faut faire vraiment attention. Eh bien, vous faites semblant. Vous dites jamais non. Parce que si vous dites non, vous dites je suis au régime, on va vous dire ah, mais enfin, donc la personne qui vous invite, l'hôte ou l'hôtesse, va dire mais enfin, je ne comprends pas. D'abord, il a travaillé pendant une journée pour faire un super dîner. Donc, si vous refusez, c'est presque vexatoire. D'accord ? Donc, il y a des tas de petits trucs que vous pouvez mettre en place, comme par exemple, pas dire non au vin rouge. On aura une vidéo sur l'alcool, mais vous sipez un peu, comme disent les Anglais. Hein, vous faites semblant. Voilà, faites semblant, et comme ça, vous pourrez vous en sortir. Deuxièmement, eh bien, un repas doit durer un minimum de temps. Alors ça, c'est des équipes du CNRS de Lyon qui ont publié ça il y a une quinzaine d'années. Il faut à peu près 20 minutes pour que les signaux de rassasiement se mettent en place. Pourquoi ? Parce que quand vous avalez l'aliment, il va passer dans l'œsophage, l'estomac, et puis il va aller dans la première anse de l'intestin grêle. Et dans la première anse de l'intestin grêle, c'est là où les cellules entérocytaires, c'est-à-dire les cellules de l'intestin, hein, pour faire plus simple, les cellules de l'intestin vont sortir un peu de sucre de leur cytoplasme. Hein. Ce n'est pas du sucre que vous avez mangé, c'est des sucres qu'elles ont. Et elles vont l'envoyer vers la veine porte, vers le foie. Et dans la veine porte, maintenant vous le savez, vous avez suivi les nouveaux dispositifs médicaux, vous avez des capteurs qui mesurent ce glucose. Et ces capteurs sont reliés au cerveau et ils vont envoyer l'information en disant « Ah ben ça y est, on a l'alimentation qui est arrivée ». Il faut 20 minutes pour que ce processus se mette en place. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc un repas doit durer au moins une vingtaine de minutes. Et vous verrez que, d'ailleurs, autour de vous, interrogez un peu vos proches, vos amis, tous les gens qui prennent du poids sont des gens qui mangent vite. Voilà, tous. Il n'y a pas d'exception. Un autre point, quand vous mangez, quand vous déjeunez ou vous dînez, ou même vous prenez une collation, pas d'écran. Alors, je vous explique pourquoi.
Quand nous étions dans les cavernes, il y a bien longtemps, on avait une seule peur quand on mangeait, parce qu'on était concentré sur ce qu'on était en train de faire. On avait une seule peur, c'est de se faire agresser, de se faire attaquer par des animaux sauvages. Donc en fait, la vision devient prioritaire sur tout ce qui peut se passer pendant le repas. Parce que vous regardez, parce que ça peut être un petit animal qui va vous chaparder ce que vous mangez, ça peut être un gros animal qui veut vous chaparder vous. Donc ça devient prioritaire. Et à ce moment-là, bien entendu, d'ailleurs vous le voyez dans les documentaires animaliers, vous voyez les biches quand elles mangent, elles baissent la tête, hop, elles relèvent et elles ont les oreilles qui sont toujours en mouvement. Parce qu'elles ont très peur qu'au moment de la concentration pour manger, eh bien, pendant qu'elles mangent, eh bien, qu'elles se fassent attaquer. Ben, nous, c'est pareil. Donc si maintenant, vous êtes fasciné par l'écran, c'est-à-dire que vous regardez quelque chose, ou vous tapez sur votre écran, ou vous regardez la télévision, ou votre téléphone pendant que vous mangez, ben, vous avez ce même mode de fascination qui va éteindre très légèrement, les signaux de satiété, de rassasiement. Donc vous arrêterez de manger. Vous savez, on a tous vécu le plat de pâtes devant un film. On mange le plat de pâtes et puis après on s'arrête parce qu'on est full. On ne s'arrête pas parce que la satiété, parce que le rassasiement, parce que ce n'est pas la même chose, rassasiement, satiété, parce que le rassasiement est arrivé, vous comprenez ? Parce que tout est concentré sur la fascination qu'on a sur ce que nous regardons. Et malheureusement, je dois le dire, les premières études, il y a une vingtaine d'années, ont été faites sur écouter la radio. Écouter la radio aussi, ça a une tendance à diminuer les signaux de rassasiement qui vous viennent du système porte. Voilà, donc quand on mange, c'est ici et maintenant en pleine conscience. Je mange. Je vous rappelle quand même que manger, aujourd'hui, on se dira qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, mais je vous rappelle qu'il y a encore 2 siècles, on ne savait pas le matin ce qu'on allait manger dans la journée parce qu'on ne savait pas s'il y avait à manger. Voilà. Je parle en général, dans le monde, bien sûr, il y avait des gens plus privilégiés que ça. Et donc manger, c'est important et il faut sacraliser ce moment. Surtout quand on veut perdre du poids ou en tout cas avoir une nouvelle hygiène alimentaire. Voilà, donc ça c'est un des points importants. Puis un autre point important, c'est qu'il faut mâcher en moyenne 12 fois. En moyenne. Et bien entendu quand ce n'est pas une soupe qu'on avale, mais quand on doit mâcher. Alors pourquoi ? Parce que sur la langue, nous avons 10 à 12 000 capteurs qui sont sensibles au salé, sucré, amer, acide et délicieux, le fameux umami. Et donc, en fait, ces capteurs, eux, sont reliés par un nerf, je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, qui s'appelle le nerf glossopharyngien. Il est relié vraiment intimement à une glande à l'intérieur du cerveau, dans la partie archaïque du cerveau. Et cette partie s'appelle le noyau accumbens, ACCUMBENS, appelé aussi reward system, système de récompense. Et donc, quand vous activez ce système, eh bien à ce moment-là, il fait de la dopamine de plaisir. Et le cerveau adore la dopamine. Vous le savez bien, quand vous mangez un bout de chocolat, eh bien à un moment, vous avez un système de contentement qui arrive. C'est tout simplement parce que manger du chocolat, ça fait activer le système dopaminergique de dopamine dans le cerveau. Voilà. Donc, si vous mâchez en moyenne 12 fois, à ce moment-là, vous allez avoir le temps de trigger, comme on dit en anglais, de déclencher la sécrétion de dopamine. Si vous faites « il ne se passe rien », et donc vous aurez tendance à grignoter toute la journée, 1 heure, 2 heures après, parce que le cerveau n'aura pas eu sa dose de dopamine. Vraiment, le cerveau, c'est pas toujours votre ami, parce que je ne parle même pas de l'inconscient qui nous pousse à toujours faire les mêmes erreurs dans notre vie, mais je parle aussi de ce noyau hédonique, ce qu'on appelle hédonique, c'est-à-dire lié au plaisir, et qui recherche tout le temps le plaisir. C'est pour ça que quand on donne du sucre à un enfant, il veut encore du sucre. Il ne prendra jamais un bonbon, rarement. Il voudra recommencer l'expérience, parce que le cerveau a eu sa dopamine, il retourne avec une expérience de ce type-là. Et souvent, malheureusement, pour les gens qui ont des addictions, eh bien, ce noyau accumbens n'est plus un allié, mais devient leur ennemi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs dans la vie, je le dis, alors bien entendu il faut mettre des guillemets dans tout ce que je dis parce qu'il y a tellement de cas possibles, mais il faut toujours varier les plaisirs, d'accord ? Il ne faut pas avoir le plaisir uniquement par l'alimentation, il faut essayer de varier tous les plaisirs pour pouvoir justement ne pas être uni-plaisir. Parce que quand on est uni-plaisir, après c'est le seul moyen d'avoir cette dopamine et ça devient une addiction. Voilà, petite parenthèse que je ferme.